Cette séance est relative au climat avec Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et directrice de recherche au commissariat à l'énergie atomique. Elle est également co-auteure du 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et elle a reçu à ce titre, elle est lauréate du prix Nobel de la paix 2007. Valérie Masson-Delmotte va aujourd'hui vous présenter en détail le tout dernier rapport du GIEC. Et à l'issue de cette séance, vous comprendrez bien ce qui se cache derrière les chiffres et les évaluations des coûts du dérèglement climatique. Alors quelques éléments d'abord vis-à-vis de l'histoire des sciences du climat. Le terme même climat vient du grec qui veut dire inclinaison et les premiers instruments permettant de suivre la variabilité du climat sont représentés sur la petite image en haut à gauche. Ce sont des marches d'escalier graduées qui permettaient de suivre les crues du Nil au cours du temps. Dans l'Égypte ancienne, l'un des premiers États centralisés, la variabilité des pluies de mousson affectait les crues du Nil, la production agricole et les recettes fiscales. Il était donc stratégique de pouvoir connaître leur variabilité au cours du temps. On rapporte à Aristote le fait d'avoir conceptualisé la notion de climat, de même que d'avoir écrit le terme de changement climatique, c'est-à-dire comme à l'intérieur d'une saison, on passe d'un été à un hiver, sur une longue période de temps se produisent des changements graduels qui, par rapport à notre propre existence, passent inaperçus. Et donc ce qu'on a là, c'est la tradition orale de générations de personnes qui ont observé le fait que le climat fluctue d'une vie humaine à l'autre. Ces connaissances sont restées en stand-by jusqu'au XVIIe siècle, et c'est l'invention des instruments météorologiques, thermomètres, baromètres, dans les années 1650, puis d'autres instruments de mesure, qui ont permis de construire les sciences du climat modernes. Elles reposent d'abord sur une capacité d'observation, à partir de ces instruments, à partir de grands réseaux de mesures coordonnés au XIXe siècle, et avec des observations standardisées par l'Organisation météorologique mondiale à partir de 1950. On est passé aujourd'hui à une phase d'observation vraiment planétaire, où se combinent des mesures au sol, au-dessus des continents, des mesures dans les océans, qui sont illustrées par une bouée océanographique, et également des mesures par télédétection, en particulier sur des instruments embarqués par satellite, qui permettent d'avoir une observation du climat à l'échelle planétaire. À côté de ces observations sont également nées les briques de base de la physique qui permettent de mettre en équation, de comprendre le fonctionnement du climat. Donc, c'est une physique classique, bien établie au XIXe siècle et au début du XXe siècle, à travers la physique des deux fluides qui répartissent la chaleur autour de la machine climatique, l'océan et l'atmosphère, la thermodynamique qui permet de comprendre le rôle du cycle de l'eau, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et enfin les transferts de rayonnement qui jouent un rôle déterminant dans le climat terrestre, avec la source principale d'énergie qui provient de l'ensoleillement terrestre, et en même temps un rôle déterminant de la composition atmosphérique dans l'effet de serre, et donc la quantité d'énergie qui est rayonnée dans l'infrarouge et qui va être piégée dans les basses couches de l'atmosphère par rapport à la partie qui va quitter l'atmosphère vers l'espace. Donc ces éléments ont permis petit à petit de mettre en équation chacun des composants du climat. D'abord l'atmosphère pour la prévision météorologique dès les années 1950, et puis ensuite l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces, leurs interactions, et donc qui produisent l'évolution du climat sur des échelles de temps longues. Donc premier volet, les observations. Deuxième volet, le développement d'outils de modélisation du climat qui aujourd'hui reposent sur les supercalculateurs les plus puissants. Et également à côté de cela, un troisième volet qui est la connaissance des changements climatiques passés. Donc dès le XIXe siècle, on avait conscience que le climat terrestre n'est pas quelque chose de figé, mais qu'il a subi dans le passé des variations majeures marquées par des successions de périodes glaciaires et de périodes chaudes. Cette connaissance des climats passés s'est affinée au cours du XXe siècle avec des méthodes de datation et d'estimation de l'amplitude de ces changements climatiques passés. Ces climats passés permettent également de tester les modèles de climat.
et de comprendre les facteurs clés qui agissent sur le fonctionnement du système planétaire. Dès le XIXe siècle est également née l'idée que les gaz à effet de serre jouent un rôle déterminant dans l'atmosphère à travers les travaux de précurseurs comme Joseph Fourier en France ou Svante Arrhenius en Suède. On a eu les premiers calculs des conséquences sur le climat des activités humaines par la combustion d'énergie fossile, en particulier le charbon. C'est aujourd'hui un sujet majeur dans un contexte où on observe un climat qui change, où on simule les causes de ces changements et on peut ainsi anticiper sur les conséquences futures des activités humaines sur le climat terrestre. Les sciences du climat reposent sur une large communauté scientifique, environ 1000 chercheurs ou enseignants-chercheurs en France, 20 000 dans le monde, plus de 15 000 publications scientifiques par an. Il est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous de faire le point sur l'ensemble de ces connaissances. Depuis la fin des années 1980 a été construit quelque chose qui est assez original dans le domaine scientifique, qui est ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui produit tous les 5-6 ans des rapports de synthèse à destination de l'Organisation météorologique mondiale et des Nations Unies dans le cadre de leur programme cadre sur l'environnement. Avant de présenter les éléments clés de ce dernier rapport du GIEC qui vient d'être approuvé à Stockholm en septembre 2013, je vais juste illustrer le fonctionnement du climat et la modélisation du climat par une animation. Voilà, donc cette vidéo illustre de manière un peu schématique l'exercice de modélisation numérique du climat. Donc vous voyez d'abord simplement notre planète sur sa trajectoire autour du Soleil. Et ensuite, vous voyez comment on va découper l'atmosphère en cubes, donc en mailles, typiquement 2 degrés de latitude et de longitude, une quarantaine de niveaux verticaux. Et on va résoudre les équations de la mécanique des fluides, des transferts radiatifs, entre ces différents cubes. À l'intérieur de ces différentes mailles, on va également représenter de manière statistique la distribution de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, donc une représentation des nuages et de leurs interactions avec le rayonnement. Vous voyez là donc la manière dont on va représenter la surface des continents. On va prendre en compte le relief, le type de couverture végétale, prairie ou forêt. Et on va également bien sûr représenter le cycle de l'eau à travers l'évaporation à la surface des océans, le transport d'humidité, les précipitations et le ruissellement. On va ainsi prendre en compte l'impact des activités humaines en représentant l'usage des sols, le rejet de particules de pollution et celui de gaz à effet de serre. De la même manière, on va représenter l'océan sous forme de cubes. On va calculer le transport de chaleur, le transport de sel à l'intérieur entre ces différentes mailles. On va représenter l'effet de la turbulence sur les courants marins. On va également donc représenter les processus qui vont conduire à la sédimentation et qui vont ainsi entraîner un piégeage du dioxyde de carbone au fond des océans. Donc à partir de la mise en équation, on va utiliser les ordinateurs les plus puissants qui existent de manière massivement parallèle pour résoudre ces équations et stocker les résultats de ces simulations afin d'analyser la manière dont on va calculer différents aspects de l'évolution du climat en fonction de différents scénarios ou de différentes hypothèses. Donc il y a un travail de construction de ces modèles, il y a un travail de validation par rapport au climat actuel, il y a également un travail de modélisation de climat passé, et ces différentes illustrations permettent de montrer cette planète virtuelle à partir de laquelle on peut faire des expériences. Donc on peut simuler ce que verrait un satellite pour comparer les résultats des modèles, par exemple pour les nuages, aux images satellites directement. On peut également donc représenter, par exemple, les changements de salinité à la surface de l'eau de mer. On peut calculer la turbulence et les mouvements des fluides en surface pour tester la validité de leur représentation. Et donc, on va pouvoir faire des simulations à gauche du climat, tout étant constant par ailleurs, et à droite de la réponse du climat quand on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On représente également les interactions entre le climat et la végétation. Donc on a ici la représentation d'un indice de la végétation qui montre les changements d'une saison à l'autre. Et donc ce sont ces outils numériques qui sont mis au point par rapport à la compréhension du fonctionnement de la machine climatique,
qui sont les outils clés pour évaluer quels peuvent être les risques futurs d'évolution du climat selon différentes hypothèses, en particulier liées aux activités humaines.